La démarche qui vient de vous être présentée par Roger François et qui est la nôtre est une démarche qui se veut critique, mais en même temps constructive et en même temps collaborative. Je vais essayer de développer rapidement ces points et de vous faire un peu une visite guidée de nos travaux jusqu'à présent, puisque, comme vous le savez, cette manifestation aurait dû avoir lieu il y a une année. Elle a été empêchée pour les raisons sanitaires que vous connaissez. Nous avons essayé de travailler à distance, dans la durée, pour construire quelque chose dont nous souhaitons vivement que vous vous empariez avec nous à partir d'aujourd'hui. Certains l'ont déjà fait. Démarche critique parce que nous ne nous satisfaisons pas de ce que les débats ordinaires sur l'école ne portent que très peu ou pas du tout sur la question des savoirs et des apprentissages. Il y a deux oubliés majeurs dans ces débats. Souvent, c'est les savoirs et les élèves. C'est un peu ennuyeux parce qu'une école sans savoir et sans élèves, on se demande quelle est la fonction qu'elle poursuit réellement, mais Roger François a déjà longuement analysé cette chose-là. Pour notre part, nous ne nous satisfaisons pas de la façon dont est élaboré ce qui doit être enseigné et appris à la jeunesse, de la manière de le faire et de la manière de l'évaluer. Il ne s'agit pas néanmoins d'une critique qui vise à mettre à bas un édifice et qui en reste là. Et comme vous le voyez, le chantier est paradoxalement pour nous ouvert au public. Nous voulons contribuer à la reconstruction d'une école dont il est manifeste qu'elle n'est pas capable d'atteindre les objectifs qu'elle proclame. Et nous pensons que ce travail peut être et doit être l'affaire non de beaucoup plus de gens que les seuls experts plus ou moins autoproclamés qui d'habitude s'en occupent. Cette démarche se veut collaborative et l'espace créé dans le SICUR et sous l'égide du QIP veut servir à cela. Les thèmes que nous travaillons, les thèmes que nous proposons prendront de plus en plus de place, nous l'espérons, et grâce à vous, dans le débat public. De quoi disposons-nous pour cela ? Nous disposons de ce que nous avons appelé une boussole, que vous pourrez trouver, dont vous pourrez trouver un petit texte qui le correspond sur le blog que nous appelons à fréquenter. Certains d'entre vous le connaissent déjà. Boussole parce que ça veut dire nous savons où nous allons, nous pensons savoir où nous allons, où nous avons des directions que nous partageons, mais nous ne savons pas exactement comment nous allons y aller. Le but de la boussole est de nous montrer la voie, d'où la métaphore. Il y a deux conditions majeures pour nous, pour réussir ce que nous essayons de tenter. La première, c'est d'affirmer qu'il n'y a pas de changement dans l'éducation dans ce pays si, comme je l'ai dit, la question des savoirs et des apprentissages n'est pas prise au sérieux. Et la deuxième, c'est qu'il n'y aura pas non plus ces changements s'ils ne sont pas appelés à collaborer tous ceux et celles qui sont concernés pour cela. Donc, des savoirs, un réseau, pour parler comme certains, qui nous semble absolument nécessaire de mobiliser. Le travail mené depuis un peu plus d'un an déjà a tenté de mettre en commun des outils que je vais vous présenter, qui se veulent originaux, de mettre en présence ces différents types d'acteurs, de le caractère tout à fait enthousiasmant dans l'entreprise, mais aussi sa difficulté, parce que nous n'avons pas l'habitude forcément de travailler ensemble. Il concerne, dans un premier temps, les premiers et second degrés, mais bien évidemment, et je crois que c'était sous-jacent au propos de Roger François, la question du supérieur ne peut pas en être détachée, même si pour l'instant, nous ne l'avons pas vraiment intégré à nos travaux. Nous disposons donc d'un blog, Désordre dans le savoir scolaire, qui est hébergé par la plateforme Hypothèse et que vous pourrez trouver. Nous espérons qu'il sera mobilisé bien au-delà de cette journée. Nous disposons d'une frise historique qui est en cours d'élaboration, qui est le joli serpent coloré que vous voyez ici, et qui essaie de se distinguer de ce qu'on peut trouver dans les ouvrages d'introduction à l'histoire du système éducatif, où nous essayons de ne pas juxtaposer des grands événements qui ont été la marque des réformes institutionnelles ou des projets de réforme ou de loi, mais qui essaient d'analyser toute cette histoire depuis quelques siècles à partir de la question des savoirs et des apprentissages. C'est donc quelque chose qui relève un peu déjà d'un élément de recherche et qui requerra évidemment vos compétences et vos envies si vous souhaitez la travailler avec nous. Nous avons, et Roger François y a fait allusion, mis en route l'écriture de ce que nous appelons des jalons. Alors des jalons, pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas évidemment de textes définitifs et de préconisations, mais d'une tentative de mettre en évidence les tensions qui traversent certaines notions, certains objets. Vous voyez ici, j'en ai donné 3 en exemple, la notion de curriculum elle-même, le rapport entre liberté et curriculum, le rapport entre orientation et curriculum. Parce que ces objets-là sont souvent, alors curriculum pas trop, parce que c'est un peu un gros mot dans notre vocabulaire franco-français, mais les autres notions
font référence à des thèmes qui sont, comme je l'ai dit, des marronniers éducatifs, c'est-à-dire que épisodiquement, à certains moments bien scandés de l'année, les rentrées scolaires en particulier, ou les fins d'année au moment des examens ou des concours, on voit apparaître ces tensions qui nous paraissent des antinomies, pour faire le savant, à savoir qu'elles ne sont pas solubles. Et notre idée est que il faut les dépasser, il faut en sortir par le haut, si je puis dire, en essayant d'insérer ça dans une perspective curriculaire, précisément. C'est l'intérêt que nous trouvons à la notion concept pour arriver à sortir de ces débats parfaitement stériles. Il y a donc ces 3 jalons, mais je vous en cite quelques autres, hein, discipline, fondamentaux, classe, life skills, français, mathématiques, EPS, etc. Nous avons organisé pendant la même durée des tables rondes, dont vous avez là la photo de 5 des participants de l'une d'entre elles. Je vais vous en donner la liste rapidement. Vous pourrez les trouver elles aussi. Parfois, elles ont fait l'objet de captations, mais parfois ce sont des textes qui ont été écrits par les participants, parfois les deux. La première s'appelle le chaos curriculaire, ordres et désordres. Comment se repérer dans cette chose qui apparaît souvent comme un fatras. Mais si on est un peu bergsonien, on se dit que le désordre, c'est simplement l'ordre qu'on ne cherche pas. Et nous avons rapidement renoncé à cette idée qu'il s'agirait d'un désordre en soi. En fait, c'est un désordre qui est parfaitement lisible par des initiés. Notre objectif, c'est justement de faire que ce désordre, plutôt que l'ordre, soit visible par tous et donc évidemment, éventuellement mis en question. Les questions... Voilà, donc je me suis avancé un peu trop. Les questions de la deuxième table ronde portaient sur les finalités. À quoi sert l'école ? Roger François l'a dit, je ne m'y étends pas. Nous sommes tellement habitués à ce que l'école existe et qu'il y ait des rentrées et des sorties annuelles que nous nous interrogeons assez rarement sur les finalités. Là où des systèmes qui ont construit les choses de manière curriculaire ont commencé par s'interroger sur la finalité et par organiser des débats nationaux sur les finalités. Le troisième point concerne, la troisième table ronde portait sur la légitimité de l'État et des pouvoirs organisateurs. Quand on s'intéresse aux questions des programmes et du curriculum, on ne peut en effet contourner la question de savoir qui a légitimité pour faire ceci, quelle pérennité faut-il à ceci. Il ne vous aura pas échappé que les réformes sont chez nous un amoncellement les unes par les autres de directives qui détruisent les précédentes, à tel point que beaucoup d'enseignants disent avec une grande sagesse « nous ne voyons pas pourquoi nous appliquons cette réforme puisque les précédentes ne l'ont pas été et nous continuerons à faire ce que nous faisons », ce qui n'est pas forcément un gage de bouger dans ce qu'il y a à faire. La quatrième table portait sur savoir scolaire et savoir du monde non scolaire, savoir scolaire et savoir du monde non scolaire, où elle interrogeait la spécificité des savoirs dans ce qu'on appelle, voilà, d'un mot un peu convenu parfois chez les spécialistes, la forme scolaire. La manière dont l'école apprête les savoirs n'est pas celle dont les savoirs sont manipulés, fabriqués dans le reste de la société. Et ceci pose problème. Comment scolariser les savoirs d'aujourd'hui pour, dans une alternative un peu extrême, n'être ni dans le populisme qui ne montrerait pas la spécificité des savoirs scolaires, ni dans un élitisme qui ferait que si vous n'êtes pas tombé dans leur marmite étant jeune, vous ne pourrez jamais y accéder. La cinquième table ronde portait sur temps scolaire et évaluation des élèves. Nous avons voulu associer ces deux termes parce que la distribution des savoirs dans le temps nous paraît tout à fait importante, de la même manière que la question de savoir comment et quand évaluer ces savoirs. Le temps des apprentissages est souvent peu pris en compte par le temps séquentiel, par le temps didactique, disent certains. On peut très bien fabriquer des maquettes a priori dont on pense qu'elles vont couvrir les programmes. Il n'est pas certain du tout que le temps d'appropriation lui correspondrait. Il y a là pour nous un vrai problème auquel il faut réfléchir. Et pour ne prendre qu'un exemple, cher à Roger François en particulier, la question, mais pas seulement, la question de la moyenne générale qui sert aujourd'hui à évaluer les élèves nous paraît une des absurdités fortes de ce système qui, au lieu de réfléchir en termes d'attendus à valider en fonction de savoirs et de compétences précis, fait une espèce d'écrasement qui va en effet permettre un tri facilité pour les élèves selon les filières. Le dernier point de ces tables rondes était la professionnalité des enseignants, parce que bien évidemment, on ne peut se contenter de regarder et de vérifier l'édifice des savoirs, éventuellement de le reconstruire, si on ne se demande pas quel type d'enseignants sont aptes à les mettre en œuvre. Et ce que les réformateurs verticaux dénoncent parfois comme la résistance des enseignants au changement s'explique très largement et très souvent par l'incapacité qui est la leur
à s'adapter à ce qui est demandé lorsque c'est cohérent, et ça ne l'est pas toujours, et qu'il nous semble qu'il y a là un travail formatif, d'appui, d'accompagnement des enseignants qu'on ne peut imaginer transformer dans leur identité d'une chiquenaude ou d'une imprécation si on n'est pas là pour les aider à faire ce qu'ils ont à faire. Nous avons également à disposition un forum que vous pourrez trouver, auquel certains d'entre vous ont participé, qui est ouvert et qui est pour nous une façon d'assurer la longue durée de l'entreprise à laquelle nous nous sommes attelés. Comme nous ne souhaitions pas rester dans l'entre-soi, même si vous avez vu et vous avez pu voir et lire entre les lignes que nous venions d'horizons divers, nous nous sommes entourés d'amis critiques. En fait, les amis, c'est un pléonasme, les amis doivent toujours être critiques. Et vous avez là un médaillon de certains d'entre eux qui nous ont rejoints un jour de septembre pour mettre à l'épreuve les propositions. Nous les remercions encore de leurs apports, qui nous ont amenés à prendre en compte des éléments auxquels nous n'avions pas pensé, à procéder à des corrections de trajectoire. À partir de cet après-midi, ils vous seront présentés, se mettent en place 5 groupes de travail. Donc voilà, vous ne pourrez pas vous laisser à la douce quiétude de cette matinée. Vous allez vous retrousser les manches avec nous et vous êtes invités à vous inscrire, mais comme d'autres, dans les 5 groupes qui vont fonctionner vraisemblablement jusqu'au mois de mars. Les dates seront un peu précisées et qui vont porter sur les thèmes suivants. Quelle école pour faire entrer dans la culture de l'humanité? Quel savoir porteur de sens pour tous les élèves? Qu'évaluer chez les élèves et comment? Quel professionnel de l'éducation imaginer et former? Quelle politique curriculaire pour le XXIe siècle, dont vous voyez qu'ils reprennent dans leurs grandes lignes les 6 tables rondes déjà organisées. Et maintenant, comme aurait dit un chanteur célèbre que la plupart d'entre vous n'ont pas pu connaître vu leur âge, qu'allons-nous faire? Cette journée se veut fondatrice. Elle doit nous permettre de mieux nous connaître pour mieux décider ce que nous allons faire ensemble à partir de ce qui a déjà été engagé. Un objectif à moyen terme, et nous n'y sommes pour rien puisque l'événement aurait dû avoir lieu il y a 1 an, et que nous entrons dans une période électorale dans laquelle nous nous disons qu'il ne serait pas tout à fait inopportun d'interroger des personnes qui vont se présenter à nos suffrages sur ce qu'ils comptent faire pour l'éducation, d'autant que nombre d'entre eux disent en ce moment qu'ils veulent mettre ou remettre l'éducation au centre des débats. Chiche, avons-nous l'idée de dire, et il nous semble que ce sera opportun pour les interpeller et leur demander de se situer par rapport à des préconisations dont nous supposons, nous espérons, que les groupes de travail seront porteurs. Nous voulons donc faire connaître notre point de vue sur l'école, livrer nos analyses et faire des préconisations, et demander donc à ceux qui vont se présenter avec leurs 500 signatures dans quelques temps à nos suffrages, et aux députés par la suite, bien évidemment. Mais notre objectif n'est pas de court terme. Nous souhaitons installer dans le paysage éducatif, de façon durable, des questionnements et des manières de les conduire qui rompent avec les allants de soi à l'ombre desquels prospèrent les non-sens éducatifs et les inégalités. Ce chemin se fera en cheminant avec vous. Merci.